Faites-moi confiance. Ces 3 mots ont changé ma vie. Mais avant de vous parler de lui, de cet homme qui est apparu comme un ange dans le moment le plus sombre de mon existence, je dois vous faire comprendre comment j'en suis arrivé là. Comment, à 63 ans, je me suis retrouvé à pleurer dans le hall d'un tribunal parisien, trahi par la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. Je m'appelle Geneviève Marchand. Pendant 40 ans, j'ai tenu le restaurant de ma famille, le Petit Jardin, dans le 10e arrondissement de Paris. Ce n'était pas un établissement étoilé au Michelin, non, c'était mieux que ça. C'était un lieu où les habitués venaient depuis des décennies, où 3 générations avaient mangé la même blanquette de veau, le même bœuf bourguignon que préparait déjà ma grand-mère. Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 38 ans, j'avais 25 ans et ma petite sœur, Céline, n'en avait que 8. Elle était si jeune, si fragile. Je l'ai élevée comme ma propre fille. J'ai abandonné mes études de droit. J'ai mis ma vie entre parenthèses. Le restaurant, qui aurait dû être fermé, je l'ai fait tourner, seule, tout en m'occupant d'une enfant qui pleurait ses parents chaque soir. Je ne me suis jamais mariée. Je n'ai jamais eu d'enfant. Céline était toute ma famille. Je payais ses études privées, ses cours de piano, ses vacances à la mer. Quand elle a voulu étudier la mode à Milan, j'ai vendu mes bijoux de famille pour financer ses 3 années là-bas. Quand elle est revenue sans diplôme, mais avec un petit ami italien dont elle est tombée enceinte, je l'ai accueillie à bras ouverts. « Tu es chez toi, ma chérie, » lui disais-je. « Le restaurant sera un jour à toi aussi. » Elle a eu 2 enfants, des jumeaux. Je les ai gardés pendant qu'elle cherchait du travail qui ne venait jamais. Son compagnon est parti quand les enfants avaient 2 ans. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas payer de loyer. Alors elle a emménagé dans l'appartement au-dessus du restaurant, celui qui appartenait à mes parents. Temporairement, avait-elle dit. 10 ans se sont écoulés. Pendant ces 10 ans, j'ai travaillé comme une forcenée. Le matin à 5 heures, j'étais au marché. Puis la préparation, le service du midi, une courte pause, le service du soir, et souvent, je nettoyais la cuisine jusqu'à minuit. Mes mains étaient abîmées par l'eau de vaisselle. Mon dos me faisait souffrir, mais je ne me plaignais jamais. Céline, elle, cherchait sa voie. Elle passait ses journées sur son téléphone, à poster des photos sur Instagram, à parler de ses projets d'influenceuse. Les jumeaux, Léa et Hugo, maintenant 12 ans, je les ai vus grandir. C'est moi qui les emmenais à l'école le matin, avant d'ouvrir le restaurant. C'est moi qui les aidais pour leurs devoirs le soir. « Tu en fais trop pour elle », me disait Monsieur Beaumont, un de mes clients fidèles depuis 40 ans. « Elle profite de toi. » Je défendais toujours ma sœur. Elle a perdu ses parents. Elle a besoin de temps. Mais au fond de moi, je commençais à sentir quelque chose. Une fatigue qui n'était pas seulement physique, une lassitude du cœur. Puis, il y a 8 mois, j'ai reçu une lettre de la mairie. Le quartier allait être rénové. Des promoteurs immobiliers voulaient racheter plusieurs bâtiments de la rue, dont le mien. Ils offraient 2 millions d'euros pour mon restaurant et l'appartement au-dessus. 2 millions d'euros. C'était une fortune. Je pourrais enfin prendre ma retraite, voyager, me reposer. Et il resterait assez d'argent pour assurer l'avenir de Céline et des enfants. Je lui ai annoncé la nouvelle le soir même. « On va être riche, Céline. On pourra acheter 2 appartements, un pour toi et les enfants, un pour moi. Tu pourras enfin démarrer une vraie entreprise si tu veux. Les enfants pourront aller dans les meilleures écoles. » Son visage s'est illuminé. « Oh, Geneviève, c'est merveilleux. Nous avons célébré. Elle a même préparé le dîner ce soir-là, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. J'étais si heureuse de la voir heureuse. 2 semaines plus tard, elle m'a demandé de signer quelques papiers. « C'est juste pour le notaire. » a-t-elle dit. « Il faut qu'on organise la vente correctement. Tu sais que je ne comprends rien à ces choses légales. Mais mon nouveau petit ami, Julien, est agent immobilier. Il m'aide à tout gérer pour qu'on ne perde pas d'argent en taxes. J'étais fatiguée ce jour-là. Une cliente difficile avait fait une scène pendant le déjeuner. Je n'ai pas lu les documents en détail. J'ai fait confiance à ma petite sœur. J'ai signé. 3 semaines plus tard, la vente s'est conclue. Mais l'argent n'est jamais arrivé sur mon compte. Quand j'ai appelé le notaire, il m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Madame Marchand, l'argent a été versé sur le compte de votre sœur, Madame Céline Marchand, conformément aux documents signés. Vous lui avez transféré la propriété complète du bien il y a 6 semaines. » Je n'arrivais pas à respirer. « Quoi ? Non, je n'ai jamais. Inside from the word. Si, madame.
Vous avez signé une donation en pleine propriété. C'est irréversible. J'ai raccroché et je suis montée en courant à l'appartement. La porte était fermée à clé. J'ai frappé. « Céline, Céline, ouvre! Il y a eu une erreur. » Pas de réponse. J'ai utilisé ma clé. Mais la serrure avait été changée. J'ai appelé son téléphone. Elle a décroché. Sa voix était froide, une voix que je ne lui connaissais pas. « Écoute, Geneviève, il n'y a pas d'erreur. L'appartement était à moitié à moi de toute façon. Papa et maman auraient voulu qu'on partage. Tu as eu 40 ans pour profiter du restaurant. Maintenant, c'est mon tour. Mais l'argent, nous devions partager. Tu as eu le restaurant pendant 40 ans. Moi, j'ai eu quoi? Rien. J'ai dû élever mes enfants dans ton ombre. Tu m'as toujours traité comme une enfant incapable. Maintenant, j'ai 2 millions d'euros. Et je vais enfin vivre ma vie. Céline, tu ne peux pas faire ça. Où vais-je habiter? Le restaurant va fermer dans 2 semaines. Ce n'est pas mon problème. Tu aurais dû mieux gérer ta vie. Au revoir, Geneviève. Elle a raccroché. Je suis restée là, dans la rue, devant la porte de ce qui avait été mon restaurant, mon foyer, pendant 40 ans. Les passants me regardaient. Je pleurais sans pouvoir m'arrêter. J'ai essayé d'appeler mes neveux, Léa et Hugo, mais leur téléphone était éteint. Plus tard, j'ai appris que Céline leur avait dit que j'étais devenue folle et dangereuse, qu'ils ne devaient plus me parler. Les jours suivants ont été un cauchemar. J'ai dormi chez une amie, Martine, qui tient un café près de la Bastille. J'ai contacté un avocat. « Vous avez signé les documents, madame. C'était une donation légale. La seule option est un procès pour abus de faiblesse. Mais ça prendra des années et coûtera une fortune. Une fortune que je n'avais pas. Mon compte en banque contenait exactement 3 200 €. Toutes mes économies. J'ai quand même décidé de porter plainte. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Mon avocat, Maître Dubois, m'a prévenu. Ce sera long et difficile. Votre sœur a de bons avocats maintenant qu'elle a de l'argent. Le jour de la première audience était un mardi de novembre. Il pleuvait. Cette pluie froide, typiquement parisienne, qui vous transperce jusqu'aux os. J'étais au tribunal de grande instance, assise sur un banc dans le couloir, attendant que mon affaire soit appelée. Puis je l'ai vue, Céline. Elle marchait vers moi, accompagnée de 3 avocats en costume. Elle portait un manteau Chanel que je ne lui avais jamais vu, des chaussures qui devaient coûter 1 000 €. Elle avait l'air si différente, si dure. Quand elle est passée près de moi, elle ne m'a même pas regardée, comme si j'étais invisible, comme si ces 40 ans de sacrifice n'avaient jamais existé. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Je me suis levée et j'ai couru vers les toilettes. Je suis entrée dans une cabine et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mes parents. Mon corps entier tremblait. Comment a-t-elle pu? Comment a-t-elle pu me faire ça? J'ai entendu la porte des toilettes s'ouvrir, puis une voix douce. « Madame, vous allez bien ?» J'ai essayé de me calmer, de sécher mes larmes. « Oui, oui. Prenez votre temps. » Je suis sortie de la cabine. Une femme d'environ 50 ans me regardait avec inquiétude. « Vous êtes sûre que ça va ? » C'est juste. Et les mots sont sortis. Tout est sorti. Je lui ai raconté toute l'histoire, à cette inconnue dans les toilettes d'un tribunal. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a secoué la tête. « Votre sœur est une personne horrible. Mais vous savez quoi? Mon frère m'a fait exactement la même chose il y a 5 ans. Il m'a volé l'héritage de mes parents. J'ai gagné mon procès, mais ça m'a pris 3 ans. 3 longues années. 3 ans. Oui, mais j'ai gagné. Ne lâchez rien. La justice existe encore. » Elle m'a tendu un mouchoir en papier. « Je m'appelle Sophie. Je suis avocate, mais pas dans ce domaine. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. » Elle m'a donné sa carte. J'ai souri faiblement. « Merci. Je m'appelle Geneviève. » L'audience a été brève et décevante. Le juge a dit qu'il y aurait besoin d'une expertise, d'autres audiences. « Ce sera long », a confirmé mon avocat. Je suis sortie du tribunal et je me suis assise sur les marches, sous la pluie. Je m'en fichais d'être mouillée. J'étais déjà trempée de l'intérieur. « Madame Marchand ?» Je me suis retournée. Un homme d'environ 70 ans se tenait là, avec un parapluie. Il était élégamment vêtu, un costume gris anthracite, des chaussures italiennes. Ses cheveux étaient argentés, ses yeux bleus très clairs. Il y avait quelque chose de distingué en lui,
mais aussi de fatigué, très fatigué. Oui, pardonnez-moi de vous déranger. Je m'appelle Laurent Beaumont. J'étais. Il a hésité. Je connais votre situation. Comment? J'étais dans la salle d'audience. Mon propre procès a été reporté. Alors j'ai assisté à quelques audiences. J'ai entendu votre affaire. J'ai froncé les sourcils. Vous m'espionniez? Non, non. Les audiences sont publiques. Il s'est assis à côté de moi, gardant une distance respectueuse. Votre histoire, elle m'a touché. Ma propre fille m'a fait quelque chose de similaire. Elle a profité de ma faiblesse après la mort de ma femme pour me faire signer des papiers. Elle m'a pris la moitié de mes entreprises. Anne Flo. Je suis désolé. Moi aussi. Pour vous. Il a regardé la pluie tomber. Madame Marchand, j'ai une proposition inhabituelle à vous faire. Une proposition qui pourrait sembler folle. Mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. Je vous écoute. Je suis en train de mourir. Il a dit ça si calmement, comme s'il parlait de la météo. Cancer du pancréas. Stade 4. Les médecins me donnent 6 mois, peut être 1 an. Mon cœur s'est serré. Monsieur, je suis vraiment désolé, mais je ne vois pas. Laissez-moi finir. J'ai 82 millions d'euros. Plusieurs entreprises, des propriétés en France et à l'étranger, et personne à qui tout laisser. Ma femme est morte il y a 3 ans. Ma fille unique, elle m'a déjà volé assez. Je refuse de lui laisser quoi que ce soit d'autre. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je veux vous embaucher. M'embaucher? Comme compagne, assistante. Appelez ça comme vous voulez. Je vis seule dans une grande maison à Neuilly. J'ai des infirmières qui viennent, mais elles ne restent pas la nuit. J'ai peur. Sa voix s'est brisée légèrement. J'ai peur de mourir seule dans le noir. J'ai besoin de quelqu'un de bien. Quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être trahi par sa propre famille. Monsieur Beaumont, je vous payerai 15 000 euros par mois. Vous aurez votre propre chambre. Vous n'aurez rien à faire d'autre qu'être là. Prendre les repas avec moi. Regarder la télévision. Parler. Simplement. Être présente. Et quand je mourrai, il a sorti une enveloppe de sa poche. J'ai déjà parlé à mon notaire. Si vous acceptez et que vous restez jusqu'à la fin, vous hériterez de 50 millions d'euros. De quoi gagner tous les procès du monde contre votre sœur. De quoi recommencer votre vie. J'étais sous le choc. Vous ne me connaissez même pas. Je vous ai observé dans cette salle d'audience. J'ai vu votre douleur. J'ai vu que vous êtes quelqu'un de bien qui a été trahi. C'est suffisant pour moi. Il s'est levé. Réfléchissez, mais pas trop longtemps. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Voici ma carte. Appelez-moi si vous êtes intéressé. Il est parti, me laissant seul sous la pluie, avec sa carte entre les mains. J'ai regardé cette carte pendant des heures ce soir-là. Laurent Beaumont, PDG de Beaumont Industries. Une recherche rapide sur Google m'a appris qu'il était l'un des hommes les plus riches de France. Un empire de construction et d'immobilier bâti sur 3 générations. C'était fou, complètement fou. Accepter l'offre d'un étranger de vivre avec lui pendant ces derniers mois, pour de l'argent, mais n'était-ce pas ce que ma sœur avait fait? Elle m'avait utilisé pour de l'argent. Sauf que M. Beaumont était honnête. Il me disait exactement ce qu'il voulait. Et moi, j'aurais un toit au-dessus de ma tête, un salaire, et peut être, à la fin, la justice que je méritais. J'ai appelé le lendemain. « Monsieur Beaumont, c'est Geneviève Marchand. J'accepte votre offre. » Sa maison à Neuilly était immense. 3 étages, un jardin magnifique, des œuvres d'art aux murs. Il m'a fait visiter lui-même, marchant lentement avec sa canne. Votre chambre est au 2e étage. Elle a une salle de bain privée et une vue sur le jardin. Vous pouvez utiliser toute la maison comme vous le souhaitez. La cuisine, la bibliothèque, le salon. Faites comme chez vous. Les premiers jours ont été étranges. Nous prenions le petit déjeuner ensemble en silence, le déjeuner aussi. Au dîner, nous commencions à échanger quelques mots. « Vous aimez la lecture, Madame Marchand? Appelez-moi Geneviève, s'il vous plaît. » Oui, j'aimais lire. Avant. Je n'ai plus beaucoup lu ces dernières années. La bibliothèque est à votre disposition. J'ai quelques milliers de livres. Peu à peu, nous avons commencé à nous parler, vraiment parler. Il me racontait sa vie, son entreprise qu'il avait bâtie avec son père et son grand-père, sa femme, Elisabeth, qu'il avait adorée pendant 50 ans, sa fille, Margot, qui avait été si proche de lui jusqu'à ce que l'argent et un mari manipulateur ne la changent complètement. Elle est venue me voir la semaine après la mort de sa mère.
Elle pleurait. Elle me tenait la main. Elle disait qu'elle ne me laisserait jamais seule. Sa voix était amère. 2 mois plus tard, elle me faisait signer des papiers pendant que j'étais sous sédatif après une chimiothérapie. Elle m'a volé la moitié de mes parts dans l'entreprise. Maintenant, elle veut le reste. Pourquoi ne pas porter plainte? Je l'ai fait, comme vous. Mais elle a de bons avocats, et je n'ai plus la force de me battre. Je préfère passer mes derniers mois en paix. In leven, and elevens kondartang, elevens kondardang. Moi, je lui racontais mes 40 ans de travail. Le restaurant, Céline, les enfants que j'avais aimés comme les miens. Vous avez tout sacrifié pour elle, a-t-il dit un soir. Comme moi pour ma fille. Et elles nous ont jetés comme de vieux chiffons. Oui, mais vous savez ce que j'ai appris, Geneviève? Que ce n'est pas de notre faute. Nous avons été de bons parents, de bonnes personnes. Elles ont fait un choix, le choix de l'égoïsme. Under the writing, is it fire? Ces mots m'ont libéré d'un poids énorme. J'avais passé des mois à me demander ce que j'avais fait de mal, comment j'aurais pu être meilleure pour ma sœur. Mais Laurent avait raison, ce n'était pas ma faute. Les semaines sont devenues des mois. Laurent s'affaiblissait de jour en jour. Certains matins, il ne pouvait pas quitter son lit. J'étais là, je lui apportais son petit déjeuner, je lui lisais le journal, je lui faisais la conversation. Vous n'êtes pas obligée de faire tout ça, Geneviève. Vous êtes payée pour être présente, pas pour être ma servante. Je le fais parce que je le veux. Et c'était vrai. Quelque part au cours de ces mois, Laurent était devenu mon ami. Mon confident. La famille que je n'avais jamais vraiment eue. Un soir de mars, 6 mois après mon emménagement, alors que nous regardions un vieux film français dans le salon, il m'a dit « Geneviève, j'ai quelque chose à vous demander. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oui, épousez-moi. J'ai failli renverser mon thé. Quoi? Pas par amour. Enfin, il a hésité. Je vous aime bien. Beaucoup, même. Vous êtes devenue la meilleure amie que j'ai eue depuis des années. Mais je ne parle pas de mariage romantique. Je parle de protection. Si vous êtes ma femme légalement, tout sera plus simple pour l'héritage. Margot ne pourra rien contester. Le testament sera inattaquable. Monsieur Beaumont. Laurent. Appelez-moi Laurent. Nous vivons sous le même toit depuis 6 mois. Laurent. Je ne peux pas faire ça. Ce ne serait pas juste, honnête. Il a ri doucement. Ma chère Geneviève, j'ai 82 millions d'euros que je ne peux pas emporter dans ma tombe. Margot en a déjà volé la moitié, et elle veut le reste. Je préfère mourir, en sachant que mon argent ira à quelqu'un qui le mérite, quelqu'un qui a été bonne avec moi dans mes derniers mois, plutôt qu'à une fille qui n'est venue me voir qu'une seule fois en 6 mois, et c'était pour me faire signer plus de papiers. J'ai réfléchi. Et si les gens disent que je vous ai manipulé, que j'ai profité d'un vieil homme malade, laissez-les parler. Nous saurons la vérité, vous et moi. Et c'est tout ce qui compte. I was afters, is Heidi Iwa. Nous nous sommes mariés 3 semaines plus tard dans le bureau du maire du 16e arrondissement. Pas de fête, pas d'invités. Juste 2 témoins que le notaire avait trouvés. J'ai porté une simple robe bleue. Laurent portait un de ses costumes élégants. Quand le maire a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Laurent m'a embrassé sur la joue. « Merci Geneviève. Merci de ne pas me laisser mourir seule. J'avais les larmes aux yeux. Merci à vous de m'avoir sauvée. » Et c'était vrai, il m'avait sauvée. Pas seulement financièrement, il m'avait sauvée de la dépression, du désespoir, de la honte. Il m'avait redonné une raison de me lever le matin, un but. Bien sûr, l'information a fuité. Une journaliste a découvert le mariage. L'article est paru dans un journal économique. Laurent Beaumont, milliardaire, épouse son aide-soignante. Sa fille crie au scandale. Margot a appelé le lendemain. Laurent était trop faible pour répondre, alors j'ai pris le téléphone. « Qui êtes-vous » a-t-elle crié. « Vous pensez que vous allez avoir son argent? Je vais vous détruire. Je vais prouver que vous l'avez manipulé. Votre père est mourant, et vous n'avez pas pris la peine de venir le voir une seule fois ces 3 derniers mois. Vous n'avez pas le droit de me dire ce que je peux ou ne peux pas faire. Il est devenu sénile. C'est évident, il est parfaitement lucide. Plus lucide que vous ne l'avez jamais été. Is this better? On verra ce qu'en dira le tribunal. Elle a raccroché violemment. Laurent est mort 1 mois plus tard, par une belle matinée d'avril. J'étais à côté de lui, tenant sa main. Il s'est éteint paisiblement, dans son sommeil,
comme il l'avait souhaité. Les funérailles ont été étranges. Margot était là, vêtue de noir, jouant la fille éplorée devant les journalistes. Mais quand elle m'a vue, son regard était plein de haine pure. Une semaine après l'enterrement, le notaire m'a convoqué pour la lecture du testament. Margot était là aussi, avec son mari et 3 avocats. Le notaire a ouvert le document. Voici les dernières volontés de Monsieur Laurent Beaumont. Je lègue à ma fille, Margot Beaumont-Leclerc, la somme de 1 million d'euros. C'est tout ce qu'elle mérite après m'avoir volée et abandonnée. Margot est devenue blanche. Quoi? 1 million? Il avait 80 millions? Le notaire a continué. Je lègue le reste de ma fortune, soit 79 millions d'euros, ainsi que toutes mes propriétés et mes parts dans Beaumont Industries, à mon épouse, Geneviève Beaumont, née Marchand. Elle a été la seule personne à mes côtés dans mes derniers mois. Elle mérite tout. Margot a explosé. C'est impossible. Elle l'a manipulée, elle l'a droguée. Je vais contester ce testament. Le notaire a sorti un autre document. Monsieur Beaumont savait que vous contesteriez. Il a donc fait évaluer son état mental par 3 psychiatres indépendants la semaine avant son décès. Tous ont conclu qu'il était parfaitement sain d'esprit. De plus, il a enregistré une vidéo. Il a allumé un écran. Le visage de Laurent est apparu. Il était dans son lit, visiblement fatigué, mais souriant. Ma chère Margot, si tu regardes cette vidéo, c'est que je suis mort et que tu es en train de contester mon testament. Je veux que tu saches une chose. Geneviève ne m'a pas manipulée. C'est moi qui lui ai demandé de m'épouser. C'est moi qui ai décidé de lui laisser ma fortune. Pourquoi? Parce qu'en 6 mois, elle m'a donné plus de compassion et de gentillesse que tu ne m'en as donné en 5 ans. Tu as volé ta mère mourante en lui prenant ses bijoux pendant qu'elle était à l'hôpital. Tu m'as volé quand j'étais faible après la chimiothérapie. Tu n'es venu me voir qu'une fois cette année, et c'était pour me faire signer des papiers. Geneviève, elle, était là chaque jour. Elle me lisait le journal. Elle me tenait la main quand j'avais peur. Elle me faisait rire. Elle m'a redonné une raison de vivre mes derniers mois. Alors non, ma fille, tu n'auras rien de plus. Tu as déjà eu assez. L'écran s'est éteint. Margot pleurait, mais pas de tristesse, de rage. Je vais vous détruire, Mathé, elle dit. Vous allez voir. Elle est partie en claquant la porte. Avec l'argent, j'ai pu reprendre mon procès contre Céline. Cette fois, avec les meilleurs avocats de Paris. Le jugement est tombé 6 mois plus tard. Le tribunal a reconnu l'abus de faiblesse. Céline devait me rendre la moitié de l'argent de la vente, soit 1 million d'euros, plus des dommages et intérêts. Mais je ne voulais plus de cet argent pour moi. J'ai créé une fondation avec les 2 millions. Une fondation pour aider les personnes âgées, victimes d'abus financiers de la part de leur famille, pour qu'elles aient accès à des avocats gratuits, à un soutien psychologique, pour que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu. Céline a essayé de me contacter après le jugement. Elle a laissé des dizaines de messages. « Geneviève, je suis désolée. J'ai fait une terrible erreur. Julien m'a manipulée. Il a tout dépensé maintenant. J'ai besoin d'aide. Les enfants me demandent de leurs nouvelles. Ils veulent te voir. » J'ai écouté tous ces messages. Puis je les ai effacés. Je ne lui ai jamais répondu. Certaines personnes pensent que je suis cruelle, qu'une bonne sœur pardonnerait. Mais Laurent m'a appris quelque chose d'essentiel dans ces derniers jours. Pardonner ne signifie pas laisser quelqu'un continuer à vous faire du mal, Geneviève. Parfois, la chose la plus saine à faire est de couper les ponts. J'ai donc coupé les ponts. Les jumeaux, Léa et Hugo, ont maintenant 15 ans. Quand ils seront majeurs, s'ils veulent me contacter, ma porte sera ouverte. Mais je ne chercherai pas à les voir tant qu'ils sont sous l'influence de leur mère. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Je vis dans une belle maison à Saint-Germain-en-Laye. J'ai repris des cours de peinture, un rêve de jeunesse que j'avais abandonné. Je voyage. L'année dernière, je suis allée en Italie, au Japon, en Argentine. Je suis seule, mais je ne suis pas solitaire. J'ai des amis, des activités, un but. Et parfois, le soir, je regarde la photo de Laurent et moi le jour de notre mariage. 2 étrangers qui se sont sauvés mutuellement dans leurs moments les plus sombres. « Faites-moi confiance », m'avait-il dit ce premier jour sous la pluie. J'ai fait confiance, et ça a changé ma vie. Ce n'est pas une histoire d'amour au sens traditionnel, mais c'est une histoire d'amour quand même. L'amour de 2 âmes blessées qui se sont trouvées. L'amour de la gentillesse face à la cruauté. L'amour de la justice face à la trahison. J'ai appris que la famille n'est pas toujours le sang, que parfois les étrangers sont plus loyaux
que ceux qui portent votre nom. Que mettre des limites n'est pas de la cruauté, mais de la survie. Et j'ai appris que même à 63 ans, quand vous pensez que votre vie est finie, un nouveau chapitre peut commencer. Il suffit parfois d'un « faites-moi confiance » murmuré par la bonne personne au bon moment.